Bonjour à tous, c'est le 25 juin prochain que les Échos et Capital Finance lanceront un cycle consacré aux sorties d'activités et d'actifs de grands groupes. C'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui Olivier Boyadjian, président de HIG Capital France, un fonds qui se consacre justement en partie à ces opérations dites de spin-off. Olivier Boyadjian, bonjour. Alors on assiste aujourd'hui à une reprise des grandes opérations de fusion-acquisition à travers le monde et notamment aussi en France. Des opérations qui traditionnellement peuvent donner lieu à des cessions d'actifs, ces spin-off dans la mesure où on reconditionne un peu le périmètre. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait une recrudescence de ce type de transaction dans les mois ou les années à venir? Oui, bonjour déjà. Oui, en effet, je pense que ces périodes un petit peu de retournement de cycle, que ce soit d'entrée en crise ou de sortie de crise, chose qu'on espère voir en ce moment, sont particulièrement propices à ce genre d'opération. Notamment parce que les grands groupes, que ce soit au moment de l'entrée en crise, se posent des questions sur finalement quels sont les actifs stratégiques et quels sont ceux pour lesquels ils doivent plutôt réfléchir différemment, s'en séparer pour récupérer de la trésorerie. Et en période inverse de reprise, oui. À ce moment-là, par définition, ils se reposent aussi la question de savoir où ils vont aller dans le futur et donc recomposent un petit peu leur périmètre, notamment avec des concentrations, ce qui amène bien évidemment, qui dit concentration, déconcentration, donc des opérations qui sont particulièrement intéressantes, les spin-offs et les carve-out qui sont les opérations sur lesquelles on regarde. Alors vous dites opérations intéressantes, c'est des opérations qui sont par nature complexes, qu'on parle finalement d'un actif ou d'une activité qui n'est pas stratégique ou qui est sous-performante. Techniquement, c'est des opérations qui doivent faire en sorte qu'une entité ou des entités qui survivaient dans un grand groupe puissent vivre de manière autonome. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on organise la sortie de ces activités en question? C'est-à-dire que le monde est de plus en plus interconnecté, donc au sein des grands groupes, les opérations sont elles-mêmes particulièrement liées. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on décide d'en retirer une partie, de faire ces spin-off ou carve-out, comme on les appelle, il faut analyser beaucoup de sous-jacents, notamment le fait qu'il y ait des contrats qui sont groupés, notamment que l'informatique est partagée, que les droits de telle ou telle société sont aussi partagés. Donc techniquement, exactement. Techniquement, c'est particulièrement complexe, ce qui amène d'ailleurs souvent à avoir des périodes entre les deux mouvements qui sont des périodes de transition où finalement on va se donner le temps de continuer à travailler comme on faisait avant pour justement pouvoir retirer ces contrats particulièrement soudés. Et ce sont donc des opérations qui prennent du temps à se mettre en place entre le moment où on dit ok, on va appuyer sur le bouton, on va la céder, même on a trouvé un acheteur, et le moment où effectivement ça sort du périmètre. Qu'est-ce qu'il faut compter comme temps à peu près? C'est particulièrement long. Alors ça dépend bien évidemment du travail qui a été fait par le grand groupe en amont, bien sûr, mais c'est des opérations qui peuvent durer jusqu'à une année. Nous, une des opérations qu'on a menées avec Rio Tinto, il y a 18 mois, a duré 9 mois. Nous sommes restés 9 mois en exclusivité pour réussir à ce que à la fois le vendeur et à la fois l'acheteur soient confiants quant au moment où finalement les deux opérations allaient être réalisées, à savoir où la fille allait être séparée, où l'activité allait être séparée de la mère. Sevrée de sa mère. Exactement. Ce qui est important aussi parce que ça amène des problématiques managériales. Oui, parce importantes. que vous le disiez, il y a un aspect technique, on voit bien, vous avez parlé des RH, de la technologie, enfin des services informatiques, des contrats, etc. Mais il y a aussi la question du management et de l'équipe en place. Comment est-ce qu'on évalue quel est l'homme de la situation en fait pour diriger finalement de manière autonome cette entité? Alors à chaque opération, on a à se poser la question puisque finalement de patron d'une business unit, le PDG va devenir finalement à la fois un entrepreneur actionnaire. Donc ce sont des qualités qui sont requises dans un cas et un peu moins dans l'autre et vice versa. Donc on doit se poser la question à chaque fois. C'est particulièrement important d'avoir la bonne équipe dirigée par le bon président. C'est ce qui s'est passé sur l'opération avec Rio Tinto. Sur une autre opération qu'on a regardée avec la Compagnie des Alpes. Sur l'opération Rio Tinto, vous avez gardé le management qui était en place. On a gardé le management en place, tout à fait. Par contre, sur l'opération qu'on a fait avec la Compagnie des Alpes, c'est pas qu'on n'a pas gardé le management en place, c'est qu'il n'y avait pas de management en place. Donc nous avons dû fédérer finalement les parcs d'attractions que nous avons rachetés sous une ligne commune. Et ça veut dire qu'en général, ça peut être soit, donc là vous l'avez dit, soit vous gardez la personne qui est en place, le capitaine qui est déjà là-bas. Ça peut aussi vouloir dire soit que vous en trouvez un autre, que vous le remplacez, ou que vous accompagnez en support un management qui est en place mais qui aurait besoin d'avoir un bras droit un peu plus solide sur certains aspects. Oui, tout à fait, notamment sur les aspects financiers.
puisque en général, la fonction financière est souvent un peu déportée au niveau de la mer. Donc il est c'est souvent le cas où on a besoin de recruter, avec bien évidemment le président en place, un directeur financier ou un chef des opérations sur certaines parties un peu plus techniques. Alors, une autre de caractéristique de ces opérations, c'est qu'elles doivent se mener, on imagine, de manière un peu confidentielle. C'est pas un processus de vente classique. Vous avez raison. En général, les opérations de cession sont particulièrement confidentielles, mais ici, c'est vraiment le cas. Pourquoi? Parce que les grands groupes qui cèdent ces activités, qui sont quelque part relativement petites par rapport à leur périmètre, ont besoin d'être sous une confidentialité extrême parce que ça implique énormément de choses au niveau des différentes structures qu'ils dirigent. Notamment, un des points particulièrement sensibles dans ce genre d'opération, c'est les accords qu'on doit demander aux institutions représentatives des personnels. Il faut les consulter. Il faut les consulter, et comme vous faites partie d'un grand groupe, vous les consulter à plusieurs niveaux. Ça va de l'usine à la société, en passant par la partie européenne, voire la partie internationale. Donc vous avez plusieurs tranches que vous devez interroger, et c'est particulièrement long. Souvent, ça mène à une expertise. Donc à la fois complexité, à la fois sensibilité de ces opérations, puisque finalement, les gens qui restent dans le groupe se demandent pourquoi ils y restent, et ceux qui en sortent se demandent pourquoi ils en sortent. Et sur des opérations d'envergure, enfin je dirais mondiale, vous aviez parlé de l'opération que vous avez faite avec Rio Tinto, ça veut dire que là, en l'occurrence, ça peut être des représentants du personnel niveau groupe qui se sont intéressés à l'opération, même si finalement, elle ne représente pas en termes de taille un enjeu, je dirais, majeur. Enfin, vous avez entièrement raison, c'est souvent des petites opérations par rapport à la taille globale du groupe, mais les comités représentatifs du personnel sont, là en l'occurrence c'était européen, donc on avait un Allemand, un Anglais, quelqu'un des Pays-Bas, etc., qui s'intéressaient et qui avaient à prendre position sur leur avis favorable ou défavorable quant à la cession. Et alors, à vous entendre, on se dit, mais finalement, c'est le meilleur des mondes. On sort, c'est le mythe de cette belle endormie qu'on sort du giron d'un grand groupe et qui devient évidemment plus stratégique et qui performe mieux. Mais est-ce que ça veut dire que tous les spin-offs peuvent faire l'affaire des fonds, si je puis dire, ou finalement, non, il y a de temps en temps, il y a des opérations de carve-out qui ne sont pas pour vous, elles sont mieux chez un industriel. Comment est-ce que vous appréhendez cette approche-là, de vous dire si c'est un actif qui est pour moi ou il n'est pas pour moi, j'ai rien à faire avec? Vous avez entièrement raison. Par définition, on regarde toutes les opérations de spin-off et carve-out puisqu'on a à se poser cette question, est-ce que l'actif est pour nous ou pas? Un actif pour nous va être un actif qui est en effet dans une position un peu délicate, endormi, qui est finalement une fille ou une business unit qui n'a pas été considérée pendant beaucoup d'années et qui a besoin donc de retrouver un actionnaire qui croit en elle. Donc soit on est dans ce cas-là et en effet on pense que le fait de faire cette opération va permettre de créer de la valeur dans un futur proche, soit il s'avère que malgré cela la société a toujours été considérée malgré sa petitesse par rapport à la taille du groupe, et à ce moment-là il y a peu de choses à faire si ce n'est que additionner des parts de marché, et à ce moment-là c'est plus tellement notre travail, mais ça va être souvent un industriel, un stratégique comme on dit, qui va s'y intéresser. Et est-ce que en revanche quand un actif est pour vous, que vous le travaillez, vous restez actionnaire un certain nombre d'années, justement qu'est-ce qu'elles deviennent ces entreprises après, puisque là on a parlé de leur devenir une fois qu'elles sortent du grand groupe, une fois qu'elles sortent de vos mains, où est-ce qu'elles peuvent atterrir? La logique quelque part des opérations de carve-out comme on le dit, mais aussi des opérations de LBO en général, c'est finalement d'être une sorte de sas de décompression entre deux industriels. Alors d'une façon directe ou indirecte, il peut y avoir plusieurs opérations, mais quelque part la logique voudrait qu'à terme, que ce soit le marché, donc la bourse, ou un industriel qui reprenne ces opérations, notamment parce qu'en effet, elles ont des parts de marché à consolider, elles ont des technologies qui vont compléter les offres, etc., etc. Donc normalement, la logique voudrait qu'après nos acquisitions type fonds, elles repartent au niveau des stratégiques. Olivier Buadjian, merci beaucoup. Je vous propose qu'on se donne tous rendez-vous le 25 juin prochain avec des témoignages de dirigeants justement qui ont fait l'objet d'un spin-off et d'un carve-out. Donc prochain cycle, 25 juin. Merci.